Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier assez glaçant de la fin du 19e siècle en France. Oui, l'affaire Joseph Vacher. Exactement. Surnommé l'éventreur français ou du Sud-Est. On pense forcément à Jack l'éventreur, mais Vacher, lui, Il a avoué bien plus de meurtres. Et ses victimes, c'était surtout des jeunes bergers, des bergères isolées. des figures d'innocence, oui, dans cette France rurale. Pour cette exploration, on s'appuie pas mal sur les archives, notamment les travaux de Marc Renneville. Hmm. Et il faut dire que cette affaire a vraiment secoué les campagnes. Peut-être même plus que l'affaire Dreyfus à la même époque, c'est dire. Ah ouais, Plus que Dreyfus, hein. en termes d'effroi populaire, oui. Et Vacher, c'est un peu le premier tueur en série français à avoir une telle couverture médiatique. Il l'a même cherché d'ailleurs. Une sorte de fascination morbide s'installe, quoi. Tout à fait. Entre effroi et fascination. Bon, notre but aujourd'hui, c'est de comprendre un peu sa trajectoire. De l'enfance à l'échafaud. Voir les faits, les débats sur sa santé mentale, sa responsabilité. Est-ce que ça révèle de l'époque? Alors, commençons par le début. Joseph Vacher, né en 1869, en Isère. Famille modeste, nombreuse. Qu'est-ce qu'on sait de ces jeunes années? Bah, pas un élément déclencheur unique, mais plutôt une accumulation. Il passe chez les frères maristes. Ah, formation religieuse. Oui, il y apprend à bien écrire, ça lui servira plus tard, mais il est renvoyé pour comportement excentrique, apparemment. Rien de très grave à ce stade. D'accord, et après? Après, premiers incidents, une tentative d'abus sur un adolescent en 88, des petits boulots, instables. À Lyon, on le surnomme Buffalo, Buffalo. Pourquoi? aucune idée précise, mais ça marque. Il a une altération, il est renvoyé, il participe aux manifestations du 1er mai 1890. On sent déjà une certaine instabilité, un caractère difficile. Puis vient l'armée. 1890 à 1893. Là, il devient sergent. Oui, sergent, apprécié pour sa discipline, paradoxalement, mais décrit comme taciturne, des idées de persécution, des cauchemars, une force physique notable aussi. Et cette période militaire se termine par un drame. Le drame de Baume-les-Dames, juin 1893. Il est amoureux d'une certaine Louise Baran, elle le rejette. Et là? Il tente de la tuer, puis il retourne l'arme contre lui, 3 balles dans la tête. 3 balles. Et il survit. Miraculeusement, enfin, survit, avec des séquelles majeures évidemment, physiques et sans doute psychologiques. Ce qui l'amène, logiquement, à être interné. D'abord à l'asile de Dole, puis à Saint-Robert, près de Grenoble. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Il sort le 1er avril 1894. Oui, avec un certificat de complète guérison, signé par le docteur Dufour. Complète guérison après ce qu'il a fait et tenté de se faire. Oui, et ce même docteur Dufour maintiendra plus tard que Vacher était tout à fait responsable de ses actes à sa sortie. C'est assez glaçant, rétrospectivement. Et donc, peu après cette sortie, guéri, la série noire commence. Exactement. Entre 1894 et 1897, premier meurtre avoué, Eugénie Delhomme, en mai 1894. Et le mode opératoire est terrible. Racontez-nous. Il attaque par surprise. Des victimes isolées, souvent très jeunes, des pâtres. Il étrangle, égorge. Puis viennent les mutilations, atroces. Sexuel, notamment. Oui, éventration, des actes faits au couteau, au rasoir. Il laisse peu de traces derrière lui. Et pendant ces 3 années, il erre, c'est ça. Il devient un trimardeur, un vagabond. Il traverse la France à pied, dort dehors, vit d'aumône, parfois un petit travail ici ou là. Insaisissable. Pendant longtemps. Jusqu'à son arrestation, le 4 août 1897. Oui, près de Champis, en Ardèche. Après avoir agressé une femme et s'être battu violemment avec ceux qui sont intervenus. Et c'est là qu'intervient une figure clé, Mhm. le juge Émile Fourquet. Le fameux juge, oui, rendu célèbre par le film de Tavernier, Le juge et l'assassin. Un véritable duel psychologique qui s'engage entre eux. Tout à fait. Fourquet est tenace. Mais il faut dire qu'il ne part pas de rien. D'autres enquêtes avaient déjà fait des rapprochements entre certains crimes. Un signalement de Vacher circulait même dans la presse. Donc Fourquet rassemble les pièces du puzzle, en quelque sorte. Voilà. Et il met la pression sur Vacher, qui finit par craquer. Quand ça? En octobre 1897, il écrit une lettre intitulée « À la France ». À la France. Oui, et dans cette lettre, il avoue une série de meurtres, 11 au total, je crois. Mais Il y a un mais. Il plaide l'irresponsabilité. Il met ça sur le compte d'une rage provoquée par une morsure de chien quand il était enfant
et aussi sur les mauvais traitements qu'il aurait subis en asile. Une stratégie de défense déjà, après avoir nié et joué le silence. Probablement oui, une stratégie ou peut-être l'effondrement face à l'enquête de Fourquet, ou un mélange des deux. Et cet aveu, ça déclenche quoi? Un débat national énorme, médiatique, public. La question centrale, Vacher est-il fou, donc irresponsable, ou est-il un criminel lucide, responsable? La grande peur, c'est le brevet d'impunité. Si on le déclare fou, exactement, la crainte que d'autres criminels puissent échapper à la justice en simulant la folie. Du coup, l'expertise médico-légale devient absolument cruciale. Et c'est là qu'entre en jeu un autre nom important, le docteur Lacassagne. Alexandre Lacassagne, de Lyon, une figure majeure de la médecine légale de l'époque. Il dirige l'expertise. Lacassagne, qui s'opposait aux théories de Lombroso sur le criminel né, non? Il mettait plus l'accent sur le milieu social. C'est ça. Pour Lacassagne, le milieu façonne, mais ne détermine pas tout. Il ne retire pas la responsabilité individuelle. Et son diagnostic pour Vacher? Lui et ses collègues concluent que Vacher est un anormal responsable. Anormal, responsable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils reconnaissent une anomalie mentale, sadisme, perversité, mais pas une aliénation au sens juridique du terme. Pas quelque chose qui abolit totalement son discernement. Pour eux, il n'est pas fou au point d'être irresponsable pénalement, ils le considèrent même comme un simulateur. Il pense qu'il joue la comédie de la folie. En partie, oui. C'est un diagnostic très important, typique de cette époque, qui essaye de définir les frontières entre maladie mentale et culpabilité. Mais cette expertise, elle a été contestée, non? Annulée même une première fois. Oui, pour un vice de procédure. Apparemment, un des experts n'avait pas prêté serment correctement, quelque chose comme ça, mais une seconde expertise est ordonnée. Et elle conclut pareil. Elle confirme les premières conclusions. Anormal, responsable. Mais on imagine bien la difficulté, hein. Déterminer la responsabilité de quelqu'un qui a survécu à 3 balles dans la tête, la frontière devait être sacrément floue. Comment il justifiait cette certitude alors? Il s'appuyait sur son comportement général. La logique apparente dans ses écrits, même délirants, sa capacité à organiser sa fuite pendant des années. Pour eux, la cohérence de sa cruauté, de son sadisme, primait sur un éventuel délire qui l'aurait rendu totalement irresponsable. Bon, vient alors le procès. À Bourg-en-Bresse, en octobre 1898. Oui, Vacher continue de jouer son rôle. Il clame son innocence, au sens d'irresponsabilité. Il se présente comme une victime du destin, de la société, de la folie. Mais ça ne prend pas. Non, il est condamné à mort. Et l'exécution? Elle a lieu assez rapidement, le 31 décembre 1898, juste avant la nouvelle année. Symbolique. Et après? Après, son cerveau est autopsié, étudié par Lacassagne et d'autres. L'affaire laisse une trace durable. D'abord dans la culture populaire, avec les complaintes, ces chansons qui racontent ses crimes avec horreur et réclament justice. Ça montre bien l'impact sur les gens. Absolument. Et puis, il y a l'impact scientifique. Lacassagne publie dès 1899 un livre, Vacher l'éventreur et les crimes sadiques. Ça devient une référence en criminologie, ça marque vraiment l'étude de ce type de crime en France. Donc, pour résumer, Vacher, c'est cette figure terrifiante, oui, mais aussi complexe, au cœur des débats naissants sur la folie, le crime, la responsabilité. À un moment clé pour la psychiatrie légale. Tout à fait. Son parcours sanglant, son duel avec Fourquet, tout ça continue de fasciner et d'interroger. Et pour finir, peut-être une réflexion. Vacher affirmait, dans son délire sans doute, que Dieu s'était servi de lui pour réveiller le monde, notamment sur les conditions dans les asiles. Oui, une justification assez typique de ce genre de personnalité. Bien sûr, c'est délirant. Mais est-ce que, paradoxalement, tout le bruit médiatique autour de son affaire, tous les débats qu'elle a soulevés, est-ce que ça n'a pas, involontairement, forcé la société de l'époque à regarder en face certaines de ses propres angoisses sur le crime, la folie, les failles de la justice, peut-être même l'état des asiles? C'est une question intéressante, oui. Au-delà du monstre, qu'est-ce que le phénomène Vacher a réveillé ou agité dans la France de la belle époque finissante? Ça laisse matière à réflexion.